Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, on les désigne parfois sous l'appellation un peu surannée de lieu d'aisance. Pourtant, de la maternelle au lycée, ils la mettent à rude épreuve, l'aisance des élèves. 4 chercheurs consacrent un livre au petit coin à l'école. Il vient de paraître, invité du Grand Oral, l'une de ces chercheurs, Pascal Garnier. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité culturelle et programme d'art plastique aujourd'hui. L'Atelier des Lumières à Paris, dans le 11e arrondissement, présente une exposition consacrée au peintre russe Marc Chagall. L'heure de la récré, toujours avec Emma, direction le Val d'Oise. On va réviser la philo de manière tout à fait originale. Et puis notre rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Un plateau repas bien dans l'actualité en cette période d'examen et de concours. Comment s'alimenter sainement, évidemment, pour booster ses capacités intellectuelles. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. C'est à la fois un refuge et un piège, un espace indispensable mais que l'on peut chercher à éviter à tout prix, une zone qui protège la santé mais où on apprend qui a la réputation d'être sale. C'est aussi un endroit où on apprend dès le plus jeune âge ce que ça veut dire être une fille ou un garçon, un endroit où on s'amuse, où on enfreint le règlement. Bref, il se passe 1000 choses dans cet endroit et cela en fait un poste d'observation aussi surprenant que passionnant de nombreuses dimensions de la vie scolaire. Vous l'aurez deviné, cet endroit, ce sont les toilettes. Et 4 chercheuses et chercheurs leur consacrent un ouvrage qui vient de sortir chez RS. Son titre, Les petits coins à l'école. Et je cite les noms de ces 4 chercheurs. Il y a là Émeric Brody, Gladys Chicharo, Lucette Collin et Pascal Garnier, qu'on a la joie d'accueillir. Pascal, bonjour. Bonjour à tous. Pascal, qui est sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne, Paris-Nord. Le titre de l'intro du livre, c'est « Les toilettes, en fait, c'est sérieux ». Et au fond, comme je viens de le faire à l'instant, quand on aborde le sujet, on a besoin de se justifier un petit peu quand même en disant « Oh, mais si, c'est vachement important ». Tout à fait. Là, les toilettes, c'est effectivement quand nos premiers interlocuteurs disaient « Mais c'est pas possible, un sujet sur les toilettes ». Ouais, vous, sociologue, très sérieuse, l'université, la recherche. Mais on sait bien que la recherche aussi progresse sur les petits coins, sur les endroits sales, sur toutes les questions des déchets, effectivement. Et paradoxalement, ce petit coin des toilettes n'avait jamais été véritablement traité dans la littérature scientifique. Alors on le croisait parfois parce qu'il y a des toilettes qui donnent dans la cour de récré. Et alors il y avait des travaux autour de la cour de récré, notamment de Lalande, etc. Il y avait on les croisait, mais on ne s'était jamais arrêté. Voilà, Julie Delalande a beaucoup travaillé sur la cour de récréation et effectivement, souvent les toilettes, en particulier en maternelle et en élémentaire, sont à côté des cours de récréation. Donc ça crée des espaces comme ça de croisement, de jeux de chats, de souris entre les élèves qui passent des toilettes, etc. Donc c'est effectivement un lieu tout à fait particulier dans l'espace scolaire. Mais alors, vous l'avez exploré, vous avez rencontré des enfants, vous leur avez même demandé de faire des dessins. Le bouquin, il y a des dessins des toilettes idéales des enfants. On va essayer de balayer très rapidement pour commencer. Et je suis désolé de vous imposer cette rapidité, mais parce que chaque étape est passionnante. Les 4 grands temps de la scolarité, parce qu'on a l'impression qu'il y a 4 rapports différents aux toilettes. On commence avec les toilettes de la maternelle. Là, zéro pudeur, tout est ouvert. Les adultes peuvent être là. Tout à fait. En maternelle, les enfants sont mélangés. Il n'y a pas de division entre toilettes des filles, toilettes des garçons. Et c'est là, effectivement, qu'à travers notamment la culture matérielle, le fait que souvent il y a des urinoirs dans les maternelles et des toilettes, des sièges. Des cuvettes, oui, c'est ça. Des cuvettes, voilà. Il va y avoir pour les enfants toute cette découverte de leur genre. À travers cette culture matérielle, les filles ne vont pas dans les toilettes des garçons, mais les garçons doivent aller aussi bien dans les toilettes des garçons que dans les sièges. Et donc ça crée tout un contexte culturel à déchiffrer, à comprendre pour les enfants. En sachant que cette question du rapport à la propreté, être propre au sens je fais pas pipi et caca n'importe quand, elle est fondamentale parce qu'il faut être propre pour rentrer à l'école, c'est ce que disent les textes. Et ça, vous citez des instituts, des ATSEM, c'est énorme comme sujet. Alors oui, tout à fait. Mais c'est un sujet, je dirais, débattu parce qu'il n'y a pas de texte qui réglementairement prévoit qu'on doit être propre pour rentrer à l'école maternelle. C'est un usage. Voilà, c'est l'usage. Et ça crée énormément de pression sur les parents, sur les enfants, pour que les enfants soient prêts en septembre, complètement dégagés des couches. Et on va le voir ensuite en entrant à l'élémentaire, au collège, au lycée. À chaque fois, on devient grand quand on change d'école, mais là, on devient élève. C'est-à-dire que devenir élève, c'est arrêter d'être un bébé.
Voilà, tout à fait. Parce que le bébé, il a besoin de sa couche. Devenir élève, c'est aussi maîtriser son corps au point de savoir, je dirais, se retenir, savoir s'empêcher d'aller aux toilettes, savoir respecter les horaires. Voilà, il y a toute une discipline du corps qui va avec l'entrée même dans l'école maternelle. Et alors, on va beaucoup trop s'en empêcher par la suite, et ça, on le verra, parce que c'est un endroit où on n'a pas forcément envie d'aller, surtout pour déféquer, et ça peut poser des problèmes de santé assez considérables. Mais restons en maternelle, dès les petites classes, alors ça m'a épaté, quand on lève les yeux, il y a des serviettes mouillées collées au plafond, c'est ça, les enfants en font tout de suite un endroit où on joue. Voilà, tout à fait. Ça nous a aussi étonné que dès l'école maternelle, et les enseignantes nous demandent comment ça vient, que ce n'est pas nous qui leur montrons, mais très vite, les enfants commencent à jouer aux toilettes. Il y a des jeux d'eau, il y a des jeux avec le papier, il y a tout un ensemble de pratiques ludiques qui se développent dans les toilettes. Alors jusque-là, j'allais dire, tout va à peu près bien. Ça va se gâter par la suite, parce qu'à partir de l'élémentaire, et ça culmine au collège, les toilettes vont aussi devenir un lieu sale, un lieu assez repoussant, pour le dire avec des mots simples. Alors, effectivement, une des grandes difficultés du passage entre l'école maternelle et l'école élémentaire, c'est le fait déjà qu'il y ait des portes et le fait que l'espace soit privatisé par rapport au regard des adultes. Ce qui se passe aussi quand on passe de la maternelle à l'élémentaire, c'est qu'il n'y a plus les ATSEM, c'est-à-dire les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles qui accompagnent les enfants dans ces lieux. Donc voilà, il y a des questions d'entretien, il n'y a plus qu'une agent d'entretien en général par école. Voilà, la surveillance des enfants, bien sûr, s'allège. Les enfants sont censés être beaucoup plus autonomes. Et effectivement, l'état de propreté des toilettes a tendance à se dégrader, ce qui crée une sorte de cercle vicieux où les toilettes sont sales, je n'y vais pas. Ou je ne respecte pas des masses. Voilà, où j'y vais pour faire d'autres choses que les toilettes, c'est-à-dire s'amuser avec les pairs, qu'on soit fille ou garçon, avec des sociabilités. Là, on y reviendra. Ça, on va y revenir, bien sûr. Selon le genre. Saleté au collège, dites-vous, je vous cite des élèves à la fois première victime et premier responsable. Alors, au collège, oui, je pense que c'est au niveau du collège, et c'est pas, comment dire, un hasard, si le collège a souvent été décrit comme le maillon faible du système scolaire. C'était la phrase notamment de François Dubé, du sociologue. Je pense aussi au dernier rapport de la CFCEA sur les années collège, où il y a un petit passage sur les toilettes au collège. C'est le moment où il y a à la fois une forte pression scolaire et en même temps des difficultés de lien entre filles et garçons qui font que ces toilettes sont, je dirais, un endroit vraiment où se cristallisent les tensions. On y reviendra aussi pour les adultes. On va y revenir. Les toilettes restent au collège tout à la fois un lieu massivement évité et un lieu attirant. Les petits coins à l'école, genre, intimité et sociabilité dans les toilettes scolaires, c'est aux éditions RS. Pascal, on se retrouve dans quelques secondes. Merci. Enfin, dans quelques minutes même. L'anti-sèche et Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Des souvenirs de toilettes au collège ou à l'école ou Ah mais tout à fait, puisque c'était le lieu où on se racontait les secrets entre copines. Bon, on va en parler. Bien ça. sûr. Et plus les filles que les garçons d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. L'anti-sèche, comment l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est cette très belle expo Chagall à l'Atelier des Lumières à Paris. L'anti-sèche était donc toute trouvée, surtout que Chagall, on le croise à plusieurs reprises dans les programmes scolaires. Et oui, tout à fait. Ces œuvres sont présentes dans les manuels scolaires et à travers ces quelques peintures que l'on croise, on peut dresser un portrait de Chagall. Donc c'est parti avec ce premier tableau que j'ai trouvé dans un manuel scolaire de 6e, Moïse recevant les tables de la loi. Le cours, c'est la naissance du monothéisme juif, et selon la Bible, donc Moïse aurait reçu de Dieu sur le mont Sinaï 10 commandements, un récit essentiel dans la naissance du judaïsme qui a été très souvent représenté par les artistes dont Chagall, ce qui n'est pas un hasard non plus puisque Chagall était juif et cette identité juive, elle a été très marquée chez lui tout au long de sa vie. Chagall, une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles on la connaît très bien en France, c'est qu'il y a vécu longtemps, mais il est né en Biélorussie, à Vitebsk pour être précis, Absolument. 1887. Oui, dans une famille juive donc pratiquante. Et tout au long de sa vie, Chagall peint les paysages de son enfance, ses souvenirs du judaïsme, de sa terre natale. Il déménage donc en 1910 à Paris, mais il est bloqué en Russie pendant la Première Guerre mondiale. Il voit alors les persécutions dont sont victimes les Juifs. Et dans sa peinture, il y a cette très forte présence donc, du judaïsme avec toute la mélancolie ressentie par le peuple juif. Dans la mélancolie, qui est un mot qui revient souvent quand on veut décrire les œuvres de Chagall, une espèce d'état de tristesse accompagné de rêverie et le rêve qui occupe une place très importante dans son travail. Oui. Il y a toujours, on voit des... Exactement, regardez. Exactement, ouais. Justement, regardez cette autre peinture qu'étudient les élèves, cette fois-ci en cours de philo. L'inconscient. La peinture s'appelle donc le rêve et caractérise bien le style du peintre qui se met donc à représenter des animaux hybrides, mi-poisson, mi-âne, mi-chèvre, mi-poule et en l'occurrence ici un lapin
Anne. Ces personnages volent dans le ciel et représentent souvent sa femme Bella en robe de mariée, voler dans le ciel avec lui. Regardez par exemple ici dans Les Mariés de la Tour Eiffel, toujours avec de nombreuses références au judaïsme, à ses racines. Ou alors celui-ci aussi, regardez, très beau, que j'ai trouvé cette fois-ci dans un manuel de français de 4e, Les Amoureux de Saint-Paul-de-Vence, toujours avec ce couple d'amoureux qui flotte au-dessus de la ville. Saint-Paul-de-Vence, c'est pas un hasard non plus, où Chagall a vécu une grande partie de sa vie. Il y est même mort en 1985. Oui, c'est une autre période de sa vie, cette vie dans le sud qui a été très prolifique. Vous pouvez d'ailleurs aller visiter son musée si vous êtes de passage à Nice. Vous y verrez notamment de très beaux vitraux réalisés par le peintre. On le croise également à la fondation MAG à Saint-Paul-de-Vence, où il est enterré d'ailleurs. Et puis ne loupez pas non plus sa mosaïque Avance qu'il a réalisée donc à la cathédrale Notre-Dame de la Nativité. J'ai mis regardez, et ma reporter c'est ma photo, mais j'ai oublié de coller la photo. Mais j'y ai été et c'était magnifique. Allez-y, c'est très surprenant de voir ça de Chagall. On ne peut pas finir cette chronique sans parler de son œuvre la plus célèbre à Paris, cette fois le plafond de l'Opéra Garnier. Oui, inauguré en 1964, sublime plafond aux couleurs chaudes et flamboyantes qui a le don de donner quelques torticolis aux spectateurs des opéras et des ballets donnés à Garnier, parce que pendant l'entracte, on est tous là en train d'essayer de prendre en photo ce plafond sublime. Donc sur ce plafond, on trouve des références à Mozart, Wagner, Berlioz, Rameau, Debussy, Ravel, Tchaïkovski, toujours avec ce style reconnaissable entre mille. Et c'est donc tout cet univers de Chagall, à la fois lyrique et onirique, qu'on peut retrouver à l'Atelier des Lumières. C'est très chouette à découvrir avec vos enfants. Il faut dire un petit mot d'ailleurs ce que c'est que l'Atelier des Lumières. C'est pas une expo d'œuvres d'art. C'est numérique, voilà. C'est une immersion dans des images et avec de la musique d'ailleurs très souvent. Exactement. Et donc ça permet, s'il n'y a pas trop long, on peut même s'allonger et plonger littéralement dans une œuvre. Oui, exactement. Et c'est une autre façon d'aborder l'art, de faire aimer la peinture à vos enfants. C'est ludique. Et puis en plus, la peinture de Chagall, elle est très imagée. Donc pour les plus jeunes, on peut vraiment identifier, imaginer, rêver. Bref, donc allez découvrir cette expo. Vous avez encore un petit peu le temps puisque c'est jusqu'en janvier 2024. Marc Chagall à l'Atelier des Lumières dans l'Anti-Sèche. Emma, merci beaucoup. Merci. Grand oral, Pascal Garnier. Passé la première surprise de vos interlocuteurs, il s'avère que c'est un vrai sujet, voire un problème au quotidien, mais c'est surtout du côté des jeunes que les toilettes, en fait, c'est sérieux, je le mets entre guillemets, car c'est une citation que l'on peut lire dans Les Petits Coins à l'école, ouvrage collectif auquel a participé Pascal Garnier. On a essayé très très vite de brosser le passage de la maternelle, alors j'ai pas dit le lycée. Le lycée, en gros, les choses se calment, on est grand. Voilà, c'est un espace pacifié, où les relations filles-garçons sont beaucoup plus calmes. On se moque moins, les garçons ne se moquent pas des filles qui ont leurs règles au motif qu'elles doivent balancer les... Là où on a été travaillé, là où on a été enquêté, c'était effectivement un lycée avec des toilettes, on va dire, très, très propres. Voilà, un lycée très bien tenu, avec pas de difficultés non plus sociales, etc. Donc voilà, tout roulait et ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir aussi des... Alors, des choses à raconter. On va en dire un mot d'ailleurs. Oui. Les toilettes néanmoins, donc à part en maternelle, et ça vous le dites, c'est le lieu non mixte de l'école mixte. Voilà, c'est le seul lieu où justement les filles et les garçons sont séparés, sauf dans quelques espaces, par exemple dans une école maternelle parisienne où il y avait des toilettes à la fois filles et garçons. Mais on s'aperçoit, c'est ça qui est très intéressant, c'est que même si c'est un lieu mixte, comme en maternelle, les garçons et les filles recréent un espace non mixte à l'intérieur d'un espace non mixte à l'intérieur d'un espace mixte. Ce que vous dites d'ailleurs, je cite de mémoire, mais je crois que vous parlez d'un collège ou d'un lycée, je ne sais plus, où on a créé des toilettes non mixtes, mais où finalement les garçons et les filles se recréent des zones de non-mixité ailleurs dans l'établissement. Ils en ont besoin. Alors, c'est une question qu'on pose à la fin où on propose un peu de manière provocatrice aux élèves. Est-ce que vous voudriez avoir des toilettes, je dirais, mixtes? Voilà, mixtes. Et là, effectivement, il y a un énorme tollé de la part des enfants. Au contraire, comment dire, beaucoup plus marqué d'ailleurs chez les filles que chez les garçons, parce qu'il y a cette idée véritablement que les garçons sont plus sales que les filles. Idée battue en brèche par votre recherche. Absolument. En tout cas, les photos qu'on a prises comme support des entretiens au niveau collège montraient un état des toilettes des filles pas forcément bien meilleur que les toilettes des garçons. Mais quand vous montrez ces photos, même aux garçons, ils continuent à contester en disant non, chez nous c'est plus sale. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quoi? C'est la construction d'une identité de genre qui voudrait que les filles soient plus soigneuses, plus propres, plus... Tout à fait. Ça fait partie ça fait à la fois partie de la construction des identités de genre, comme vous l'avez dit, mais ça fait aussi référence aux toilettes particulières qu'on a observées dans ce collège. Les toilettes séparées, juste d'un mot, et ça je l'ai appris en vous lisant, c'est le 19e siècle, et c'est pour protéger les femmes. Le moment où on sépare les toilettes, en général, je ne parle pas de l'école spécialement.
Vous le citez en disant que ça a été la séparation des toilettes a été institutionnalisée au XIXe siècle et que c'était une forme de ségrégation pour protéger les femmes qui devenaient le sexe faible. Oui, tout à fait. Il y a toujours l'idée des toilettes d'avoir un espace protégé pour les femmes, un espace, comme la littérature anglophone dit safe space, un espace sécurisé où les filles peuvent se retrouver entre elles sans avoir, je dirais, les incursions des garçons qui sont le plus souvent prédatrices. En parlant de prédation, alors pas spécialement des garçons mais des adultes, il y a aussi quelque chose qui change énormément et qui complique un peu la vie quand on veut faire régner un peu d'ordre et de propreté dans les toilettes, c'est que les adultes n'osent plus y aller parce qu'ils ont peur d'être soupçonnés de pédophilie. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est une des problématiques. Partout, ça. Oui, on le retrouve partout, de la maternelle, où il y a effectivement les enseignants hommes sont souvent très vite confrontés à ce possible soupçon de pédophilie, jusqu'au personnel surveillant des établissements scolaires du secondaire. Toilettes au collège et alors au lycée qui deviennent, vous le dites aussi, et ça, Emma y a fait allusion, le lieu des secrets, le lieu aussi des excommunications, des transgressions, il s'y passe un nombre de trucs dingues, surtout chez les filles d'ailleurs. Alors chez les filles, mais chez les garçons, mais je dirais les toilettes forment une sorte de caisse de résonance de leurs différentes sociabilités. Chez les filles, c'est effectivement le lieu des secrets, le lieu pour papoter, le lieu aussi progressivement de prise en compte, par exemple, de la menstruation, des règles. Et chez les garçons, donc, c'est beaucoup plus un lieu de performance, un lieu de prouesse, même sportif, dès l'élémentaire. Ils font du yamakasi ou je sais pas quoi, ou du surf sur les... Voilà, tout à fait. Il y a des performances qui nécessitent aussi un public entre garçons, pour montrer sa virilité, d'usage des toilettes complètement, on veut dire, en dehors de ce pourquoi elles sont faites. Au lycée, les filles s'y réunissent, elles y restent un peu. Quand les garçons, eux, ils y passent, ou alors quand ils y restent, c'est pour faire des trucs vraiment interdits. Tout à fait, oui, c'est ce qu'on a observé. C'est ce qu'on a observé dans le collège où quand on est allé enquêter dans le collège, juste il venait y avoir un comité d'hygiène et de sécurité pour montrer l'état dégradé des toilettes, en particulier des toilettes des garçons, où un élève avait fait caca par terre, tout simplement. C'est pas super. La question des toilettes scolaires est pleinement une question pédagogique complexe qui ne lasse pas de mettre en cause l'autorité des adultes dans et hors l'école et la capacité d'initiative des enfants. On va en parler de cette dimension pédagogique, Pascal, si vous voulez bien, et même politique, parce qu'il y a une dimension politique des toilettes. Mais pour l'instant, la récré, on va en profiter pour aller faire un petit pipi. Emma Guessel. Non, on n'a pas le temps. Ouais, non, il faut écouter la récré. Oui. D'accord. Emma, vous nous racontez aujourd'hui comment des élèves d'un lycée du Val d'Oise se préparent au bac philo. Oui, et si je vous en parle, vous doutez que c'est d'une manière assez originale et surtout super astucieuse, puisque ces élèves de terminale organisent des battles de philo. Donc le principe, par groupe de deux, les élèves montent sur scène et débattent autour d'une question de philo. Donc j'imagine avec un thème précis à chaque fois. Oui, alors là c'était la liberté, ce qui est un thème à la fois précis et très vaste, avec lequel on peut traiter de toutes les notions au programme, donc la conscience, l'art, en passant par la vérité ou la justice. Alors parmi les questions, il y avait par exemple l'égalité vaut-elle mieux que la liberté ? Vaut-il mieux être libre ou être heureux ? L'ignorant peut-il être libre ? Bref, que des sujets super intéressants. Génial. Et ils avaient combien de temps pour débattre ? Donc 10 minutes pour convaincre, sans notes, en se vous voyant. Et ils avaient pu préparer en groupe avant, ce qui leur a permis de réviser tout en se préparant à cette joute verbale. Et puis c'est astucieux parce qu'en plus de se préparer à l'épreuve de philo, ils se préparent surtout pour le grand oral. Bien sûr. Voilà, une des nouvelles épreuves du bac depuis la réforme du lycée. Ils font d'une pierre deux coups. Exactement. Très bon exercice. Voilà, donc on leur souhaite bonne chance. Et on rappelle que l'épreuve de philo, c'est le 14 juin prochain, donc ça approche. Et le grand oral, ça sera entre le 19 et le 30 juin. Je peux aller faire pipi là maintenant ? Super, merci beaucoup pour cette récré. Grand oral. Un tiers des élèves évitent d'aller aux toilettes à l'école, et pas seulement parce qu'ils n'ont pas le temps après les chroniques d'Emma Guessel, mais plutôt à cause du manque d'hygiène, de la vétusté et de la saleté des lieux, du manque de papier toilette, des dysfonctionnements des verrous, des portes, du manque d'intimité, de la crainte du harcèlement. Certains ne se rendent même jamais aux toilettes, même pour la petite commission. S'il y a bien un endroit où l'école ne met pas l'intérêt de l'élève au centre, c'est les toilettes dont on parle avec Pascal Garnier, autrice avec Émeric Brody, Gladys Chicharo et Lucette Collin du livre Les Petits Coins à l'école. Ça vient de sortir, c'est chez RS. Les toilettes, alors j'ai dit faire pipi pour rigoler, parce qu'au fond, ça passe encore, on y va,
Oui. Mais alors, pour ce qui est de faire caca, dès la maternelle, oui, dès la maternelle. C'est problématique. Dès la maternelle, c'est problématique et les enfants apprennent très très vite à se retenir, à faire une sorte de barrière entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école et ça, les élèves, les témoignages qu'on a recueillis, c'est effectivement, y compris chez les mères enseignantes, parce qu'on a beaucoup de mères enseignantes, d'enseignantes mères, des enfants qui se précipitent à la maison pour aller faire leur toilette, tout en évitant très très soigneusement de le faire dans le cadre scolaire. Parce que, si je me souviens, 2 raisons. Alors, d'abord, ça peut éventuellement l'occasion faire un peu de bruit, donc on sait exactement ce qu'on est en train d'y faire, puis on y passe un peu plus de temps. Et puis, et ça vous le racontez, ce qui a défini tout notre rapport au propre et au sale, c'est beaucoup les odeurs. Oui, et là, pour le coup, on n'y échappe pas. Oui, effectivement, il y a toute la question des odeurs qui est plus ou moins forte, en fait, selon les lieux où l'on enquête. Et là, la question du collège en particulier, où l'on a enquêté, effectivement, cette question des odeurs, parce que l'odeur est tout à fait particulière. On ne peut pas fermer les yeux devant l'odeur. Et donc, on la prend, je dirais, en pleine figure. On est obligé d'affronter ça. Voilà. Et puis, je dirais aussi, la question des odeurs, c'est aussi la question du personnel qui est chargé d'entretenir ces toilettes. On a des témoignages, en particulier dans ce collège, d'agents de service qui ne peuvent pratiquement plus mettre les pieds dans les toilettes tellement les locaux... Insupportable. C'est insupportable et les locaux sont tellement mal conçus que, je dirais, l'odeur, la question de l'entretien, effectivement, fait que on a beau nettoyer, etc., ça revient tout de suite. Et derrière, on a quand même des vrais problèmes de santé, j'allais presque dire de santé publique quand même, Absolument, parce qu'avec un nombre considérable d'enfants qui se plaignent de maux de ventre, et sans compter ceux qui ne s'en plaignent pas, mais qui ont mal quand même. Voilà, ça fait presque, je dirais, plus d'une quinzaine d'années, presque 20 ans, que la Fédération française d'urologie, par exemple, a sonné à tirer la sonnette d'alarme pour prévenir effectivement de tous les dangers qu'il y a à se retenir volontairement. Et ça crée aussi des cystites chez les filles. On a le témoignage aussi d'une petite qui se nettoie pas bien. Voilà. Vraiment des problèmes de santé publique qui sont énormes et qui devraient vraiment être pris beaucoup plus au sérieux qu'ils ne le sont. Et alors, si on a bien qui s'en rendent compte, c'est les parents. Et alors, en tout cas, au niveau de l'école, vous dites les conseils d'école, c'est devenu un des grands sujets. Alors, ça énerve les instituts qui aimeraient bien qu'on parle de pédagogie. N'empêche que le problème des parents, c'est que leurs enfants sont pas bien. Voilà, il y a vraiment une tension forte entre les enseignants d'un côté, les parents. Ils se renvoient la balle aussi des questions de responsabilité. Qui est-ce qui doit éduquer les enfants? Est-ce que c'est les enseignants? Est-ce que c'est les parents? Et puis, je dirais, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans tous les établissements scolaires. Alors, il y a cette tension forte qui fait que les enseignants, comme vous l'avez dit, aimeraient bien traiter de choses sérieuses pour lesquelles ils sont là, c'est-à-dire les résultats scolaires, faire le programme, alors que les parents, jusqu'au niveau des petites classes des collèges, vont insister sur cette question des toilettes et de la cantine aussi. Toilettes et cantine. Alors, Cantoche, on va y aller dans quelques minutes. La conclusion du livre s'intitule « Pour une politique des toilettes ». En quoi c'est un enjeu politique? Alors, on a compris qu'il y a des enjeux de construction des identités, garçons, filles, etc. Qu'il y a la question de la réussite scolaire qui se joue malgré tout, indirectement. Mais si je suis en mauvaise santé, si je ne peux pas écouter le cours pendant toute la journée parce que j'ai envie d'aller aux toilettes et que j'y vais pas... Bon. C'est une question politique au sens où, dans les établissements scolaires, vous savez que les responsabilités des établissements scolaires sont partagées. Il y a d'un côté l'éducation nationale, de l'autre côté les collectivités territoriales. Donc, voilà, qui doit véritablement, comment se créer les partenariats pour véritablement traiter cette question des toilettes? Il y a besoin de très forte coordination qui ne se joue pas forcément au niveau local. Et puis, c'est un problème politique au sens où nous, on a essayé de donner la parole aux enfants et aux jeunes, mais voilà, il faut les reconnaître comme des interlocuteurs valables au sein des établissements scolaires, ce qui est rarement le cas, ou en tout cas, c'est pas généralisable. Et là, on parle plus du tout des toilettes, on parle de l'éducation en général et de la place des élèves. Merci beaucoup, Pascal, vous restez avec nous, on va aller à la Cantoche. Oui, Plateau repas avec Sandra Ferreira, merci beaucoup. Merci. Emma, plateau repas. Et comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Notre nutritionniste et diététicienne pour Plateau Repas. On est en période de révision, d'examen, de concours, période souvent stressante. On va avoir besoin de grosses capacités de concentration, de mémorisation. La course contre le temps, parfois on mange vite, on a la tentation de grignoter, de manger déséquilibré. Et vous allez nous sauver.
Heureusement. De ce mauvais pas, heureusement que vous êtes là, et nous aider à manger comme il le faut pour être au maximum de nos performances pour les examens. On peut vraiment améliorer les capacités intellectuelles et de concentration avec... Avec l'alimentation. Effectivement, on peut améliorer avec l'alimentation, mais il faut aussi jouer sur le sommeil, il faut aussi jouer sur l'activité physique régulière, hein, c'est multifactoriel. Et puis le cerveau, pour optimiser la concentration et la mémoire, a besoin d'énergie, a besoin de sucre, et donc d'une alimentation adaptée. Alors comment on adapte? Parce que le sucre, c'est pas toujours génial, vous arrêtez pas de nous le dire. Oui, mais alors là, je parle d'un autre type de sucre, le sucre qui est constituant des aliments. Hein. Il y a toujours un truc arriver, avec vous. Le pain qui est constitué de sucre, etc. On va en parler. Il y a toujours un truc, mais toujours des bons trucs. Alors, je vais vous proposer d'augmenter, en tout cas de favoriser la consommation de produits non industriels. Plus ça sera à l'état brut, règle de base, mieux ça sera. Il y aura plus de nutriments pour le fonctionnement du cerveau. Il est important aussi d'apporter beaucoup d'oméga 3 à son cerveau, qui sont des graisses qui sont bonnes pour les connexions neuronales, et on les a où? Dans les noix. Les noisettes, ces trucs-là. C'est ça, les noix, les noisettes, les oléagineux. amandes, les oléagineux. Et là, ce que je vous conseille, c'est une poignée par jour, 25 à 30 grammes, pendant les périodes de révision. Hop, une petite poignée. On peut aussi favoriser l'huile d'olive et l'huile de colza, qui sont riches en oméga 3, encore une fois. Poisson, non, j'imagine? Les poissons plutôt gras, donc le maquereau, le thon, le saumon, ce type de poissons, les fruits de mer. Et les fruits et les légumes de saison, et je précise bien de saison, parce qu'ils vont être plus riches en nutriments, il y en a besoin de vitamines, etc. Et les légumes, particulièrement ceux qui sont orange, rouge, la tomate, alors parce qu'ils contiennent beaucoup plus de vitamines, tout simplement. D'accord. La tomate, le poivron, les carottes. Puis encore une fois, les légumes et les fruits, ça favorise la digestion. Donc l'idéal, c'est de ne pas être trop lourd et de ne pas sentir en digestion quand on révise. Pareil, les céréales complètes, le pain complet, les légumineuses, ça c'est un groupe qui contient beaucoup de sucre. En fait, on mange sainement, quoi, parce que c'est un petit condensé d'un certain nombre de conseils que vous nous donnez régulièrement. Pour se donner un peu de courage, un petit coup d'alcool. Bien sûr que non. Et donc... J'essaye à chaque fois, ça marche jamais. Moi, j'ai toujours bien sûr que non. Donc, pas de sucre, enfin, pas de sucre. Le moins de sucre possible, le moins de produits sucrés possible, le moins d'aliments transformés, le moins d'alcool possible, parce qu'alors là, le cerveau, il ne va pas aimer du tout. Sandra, est-ce qu'il y a des conseils pour le jour J? Alors, le jour J arrive, vous êtes stressé, mais Sandra est là pour vous et Scoop TV aussi. Alors, ça va dépendre du moment de l'examen. Ouais. Si c'est le matin, on prend un petit déjeuner. Si possible, pas juste 10 minutes avant de partir. On prend le temps, une heure et demie pour avoir le temps de digérer. Sinon, on est fatigué. Exactement. Il faut penser que le but, c'est pas de s'endormir sur la copie. Comme d'habitude, un produit laitier, un produit céréalier, un fruit. On mélange tout ça. On est content. On part pour l'examen. Si c'est l'après-midi, complet toujours le repas, mais léger. Toujours féculents, protéines, légumes, mais plutôt léger, type salade composée, maïs, thon. Profiterole au dessert pour faire passer. Un dessert léger, donc pas des profiteroles, mon cher. Et pendant l'examen, ça dépend de la durée, mais vous allez avoir besoin d'apporter de l'énergie au cerveau. Mais là, je veux de l'énergie rapide. Donc là, je veux bien des sucres un peu plus rapides, des fruits secs, des figues, des dattes, des abricots, du pain blanc. Ce coup-ci, je veux plus de complet, pour une fois, des barres de céréales non complètes, des biscuits peu gras, histoire d'apporter vite du sucre pour se ressourcer, parce que si l'examen dure 4, 5, 6 heures, il faut donner de l'énergie. Génial. Et on fait attention. Voilà, et on va aux toilettes avant, parce que de toute façon, pendant 1 heure, on n'a pas le droit d'y aller, ceci étant pour faire un lien avec le sujet. Et effectivement, on va aux toilettes avant, oui. Et on boit pendant l'examen. On boit beaucoup. On boit pas trop, parce que si on ne veut pas aller trop souvent aux toilettes, mais voilà. On trouve le bon équilibre. Sandra, merci 1000 fois. Pascal, merci de nous avoir accompagnés. Le bouquin, on a essayé de faire au mieux dans la durée de l'émission. Les petits coins à l'école, genre, intimité et sociabilité dans les toilettes scolaires. C'est absolument passionnant, parce que vous avez rencontré des dizaines d'enfants, des adultes, etc., avec Émeric Brody, Gladys Chicharo et Lucette Collin. Il y a un côté sympa quand même dans le bouquin, c'est les toilettes lieux de sociabilité, mais on se dit, il ne pourrait pas en avoir d'autres? Oui, il pourrait... Ce serait sympa de se réunir ailleurs que dans les toilettes quand même. Absolument, il pourrait y avoir vraiment des espaces plus dédiés aux jeunes et aux enfants pour que ce qu'ils ont à faire ensemble... Mais oui, surtout qu'il n'y a pas que des secrets, il n'y a pas que du trafic de je sais pas quoi, enfin bon... Pour que véritablement les maisons d'école soient véritablement accueillantes pour les enfants. Et qu'il y ait du plaisir dans les écoles, comme il y a du plaisir dans les assiettes. Grâce à vous, vous avez fait la robe anti-sèche. Oui, la robe anti-sèche, si vous n'avez pas écouté mes conseils, vous avez mal mémorisé. Pour la géographie, on a tout. La géographie sur la robe. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Sandra, merci aussi à toute l'équipe, Colline Hamel au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui a été assistée en régie aujourd'hui par Emma Frari, Saïd Mamou pour le son, Romain Luc pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.